Frévola, c'est un très bon contreur, il a le feu dans les poings, attention à ce niveau-là. Je pense qu'au sol, on peut donner l'avantage à Benoît Saint-Denis. Ce sera un combat à l'extérieur, pour Saint-Denis, il va défier Frévola sur ses terres. 3 rounds de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le vendredi 27 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, aujourd'hui émission spéciale sur le combat à venir entre Benoît Saint-Denis et Matt Frévola, combat qui aura lieu le 11 novembre à New York. New York, c'est toujours une très grosse carte, depuis 2016, tous les ans l'UFC nous régale. Et cette année, Benoît Saint-Denis affronte Matt Frévola. Matt Frévola, il sera chez lui, il est né à New York, il s'entraîne à New York, on y reviendra tout à l'heure. J'ai envie de vous présenter Matt Frévola. Le grand public ne le connaît pas trop, on nous promet une guerre, on sait que c'est la bonne personne pour donner la guerre à Benoît Saint-Denis, mais est-ce que vous avez vraiment vu ses combats? Est-ce que vous savez vraiment de quoi il est capable? Écoutez, aujourd'hui je vous explique tout ça. Si vous êtes des fans fidèles de l'UFC, vous l'avez sûrement vu combattre, ça va vous plonger un peu dans le passé, et puis si vous découvrez Frévola, j'espère vous donner quelques clés pour comprendre ce qui pourrait se passer le 11 novembre. On démarre tout de suite. Matt Frévola, il débarque à l'UFC en août 2017 lors de la première saison du Dana White Contender Series. À l'époque, le Contender Series qui était commenté par Uriah Faber et Snoop Dogg. C'était assez drôle. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dana White Contender Series, ça a lieu l'été. Ça a commencé du coup en 2017, la fameuse saison où Matt Frévola a combattu. Et une fois par semaine, des combattants venus de l'extérieur de l'UFC s'affrontent. C'est Dana White qui les fait venir et il signe ensuite ceux qui l'ont le plus convaincu. Et Matt Frévola, ce soir-là, avait su convaincre Dana White en s'imposant par soumission au deuxième round contre José Flores. Alors moi, dans ce combat-là, j'avais découvert un combattant très agressif debout et qui n'hésitait pas à aller lutter. Alors j'étais pas convaincu par sa lutte, je trouvais que son adversaire ce soir-là arrivait à se relever assez facilement, mais il y a un moment il m'a fait mentir puisqu'il a réussi à finir le combat par soumission. Mais voilà, moi je le voyais plutôt comme un bagarreur, vraiment il ancrait ses pieds dans le sol, il envoyait des parpaings, tous les coups étaient mis pour faire mal, tous les coups étaient mis pour terminer le combat. Et puis il avait aussi montré une grosse résilience parce qu'il prend une série de middle kicks à un moment. On voit qu'il grimace, mais il continue à avancer. Là, voilà, on sait qu'on a affaire à un bagarreur et puis il s'impose par soumission, comme je vous l'ai dit. À la fin du combat, je ne suis pas convaincu que Dana White va le signer. Pour être très honnête, j'ai quelques doutes. Je me dis, ouais, c'est un bagarreur, mais il y en a plein des bagarreurs. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour aller à l'UFC? Dana White décidera de lui donner sa chance et de le faire commencer le 14 janvier de l'année suivante, en 2018, face à Paulo Reyes. Combat qui va très mal se passer. Je vous spoil, il va prendre un KO en 1 minute. Alors pour revenir un peu sur le combat, il commence de manière très agressive, il confirme ce que je pensais de lui, mais au bout de 20 secondes, il se fait contrer. Et là, il va envoyer tout ce qu'il a dans les 40 secondes qui restent. Il va essayer de toucher à son tour. Il va réussir à toucher à un moment son adversaire qui va pas être très bien. Mais en fait, il a pris le premier coup et il va prendre trop de coups après. Et au bout d'1 minute, l'arbitre arrête le combat. Il prend trop de coups, il n'arrive plus à se défendre. C'est vrai que ça devient dangereux. Bonne décision de l'arbitre. Début à l'UFC loupé, j'ai envie de dire, pour Frévola. Mais l'UFC ne va pas en rester là. Ils vont lui redonner sa chance à New York, chez lui, le 3 novembre 2018. Et on lui met Lando Vannata face à lui. Lando Vannata, à ce moment-là, c'est déjà un petit nom. Il n'est pas sur la meilleure série de sa vie, mais il est toujours très intéressant à voir combattre. Et ça va être un combat où alors là, on va avoir des failles dans le jeu de Frévola. On va voir que sa garde, c'est pas ça. Il va se faire knockdown au premier round, knockdown au deuxième round. Alors à chaque fois, il va revenir. Au premier round, il va finir très fort. Il est pas loin de finir Lando Vannata, mais ça suffira pas. Et c'est un combat plutôt disputé, honnêtement. Ce que j'apprends de ce combat, moi, c'est qu'il y a des failles dans la défense debout. C'est un combat dans lequel il va essayer de lutter. À chaque fois, à chaque fois, Vannata va réussir soit à le sprawler, soit à se relever très vite. Donc je me dis, attention, il est un peu limité. Debout, ça frappe fort, mais ça prend trop de coups. Et au sol, il n'arrive pas toujours à amener ses adversaires. Et quand il y arrive, il n'arrive pas à les maintenir au sol. Donc là, je doute vraiment. J'ai peur que l'UFC mette fin au contrat suite à ça. Mais ils vont lui donner une autre chance. Ils vont lui mettre Jalin Turner. Il va gagner par décision. Puis il va enchaîner avec une autre victoire face à Luis Peña. Alors ces deux victoires, c'est pas des victoires faciles. Il va chercher une split décision face à Luis Peña. Et contre Jalin Turner, il a pris beaucoup de coups. Mais il doit ses victoires surtout à ses takedowns. Voilà, il se retrouve en difficulté debout. Boum, tout de suite, il shoot pour un takedown. Il arrive à amener l'adversaire au sol. Attention, parfois, il y a la nuque qui traîne. Il se fait prendre en guillotine. Il arrive à s'en sortir, mais c'est pas bon signe. À chaque fois, moi, j'ai peur pour sa nuque. J'ai peur à l'étranglement. J'ai peur à la guillotine. Mais il s'en sort. Et écoutez, il gagne ses combats. C'est très serré. Merci les takedowns. Encore une fois, il montre qu'au sol, quand il met l'adversaire, il n'arrive pas à maintenir sa position. Il la tient quelques secondes et ensuite, soit il se fait renverser, soit l'adversaire arrive à se relever. Mais ces deux fois-là, ce sera suffisant pour remporter les combats. Debout, il continue à frapper très fort, mais il prend trop de coups. Je suis convaincu qu'il prend trop de coups.
et ça va se confirmer par la suite, hein, j'y reviendrai. Mais voilà, suite à ces 2 victoires, on va lui mettre en face de lui Arman Tsarukyan. Là, on est arrivé en 2021. Il combattra pas du tout de l'année 2020, une année off. On lui met Arman Tsarukyan face à lui le 24 juillet 2021 et là, ça va mal se passer. La lutte de Tsarukyan est beaucoup trop forte. Dans les premières secondes du combat, il va réussir à se prôler une fois, il va réussir à se relever une autre, mais ensuite Tsarukyan ne va pas le lâcher, il va le mettre au sol et il va rester dessus. Même quand Frevola arrive à se relever, il n'arrive pas à casser le clinch et du coup il se retrouve contre la cage, collé par Tsarukyan, ramené au sol et ça va être ça pendant tout le combat malheureusement. Combat, il va s'imposer, il va s'incliner à la décision unanime bien sûr. L'UFC va lui donner une chance de se refaire face à un nouveau venu dès le mois de juin, un certain Terence McKinney, j'en ai déjà parlé. Ce sera le premier combat de McKinney à l'UFC, ça va durer 7 secondes. Malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Le combat commence, McKinney envoie un direct, Frevola s'écroule. Mentalement, ça doit être très très dur à vivre. Tu sors de 2 victoires compliquées, tu viens de prendre une grosse défaite contre Tsarukyan et là tu prends un KO en 7 secondes. Mentalement, je ne sais pas où il en est à ce moment-là, mais je ne suis pas confiant pour lui. Et pourtant, à partir de ce jour, jusqu'à maintenant, 3 combats, 3 victoires par KO au premier round. La première contre Valdez, une guerre. Il va toucher Valdez dès le début. Valdez va le retoucher et ensuite il va amener Valdez au sol 5 fois. Il va l'envoyer au tapis sur des frappes. Ce n'est pas des takedowns, c'est des frappes qui envoient Valdez au sol. Et il s'impose par KO. Alors c'est au bout de 3 minutes 15, l'arbitre arrête le combat. Valdez n'en peut plus. Quand tu te fais dropper, comme on dit, tu te fais dropper 5 fois dans le combat, ça devient dangereux pour le cerveau. L'arbitre s'interpose. Victoire, et quelle victoire de Frevola avec la manière. Il confirme, il a le feu dans les poings. Tous les coups sont mis pour faire mal. Et quand ça touche, ça déconnecte. Encore une fois, il s'est fait toucher dans ce combat. Je me dis attention, la garde c'est pas encore ça. Mais pour aujourd'hui, ça aura suffi en tout cas. Après ça, il va prendre Othman Azaitar. Il va avoir l'air beaucoup plus posé dans ce combat. Il va avancer sur Azaitar, mais il va chercher à le cadrer. Il va chercher à le bloquer contre la cage. Il est très très patient. Et c'est Azaitar qui perd patience, qui va foncer sur lui. Et là, il va contrer Azaitar au menton, un terrible crochet et le finir au sol. Il s'impose encore une fois en 2 minutes 30 au premier round. Et là, vraiment, on se dit, ça y est, il a trouvé son style de combat. Il faut que ça reste debout. Il faut qu'il arrête de chercher les takedowns. Il faut qu'il attende le contre. Il faut qu'il frappe à la tête. Et c'est ce qu'il va faire contre Drew Dober. Là, Drew Dober a un style assez similaire à celui de Benoît Saint-Denis, un combattant qui avance, qui s'arrête jamais d'avancer. Et là, Frevola va être intelligent dans ce combat-là parce qu'il va reculer, il va laisser avancer Dober, il va pas aller à la bagarre, il va le laisser venir et à un moment, Dober descend pour un direct au corps, il ramène pas assez vite sa garde, Frevola le contre et il termine au sol. Magnifique, je trouve que là, il a montré de la maturité dans ce combat-là. Il n'a pas été à la guerre. J'aurais cru vraiment le connaissant quand j'ai vu Dober avancer. Je me suis dit, lui aussi, il va avancer. Les deux vont envoyer. Il y en a un des deux qui va tomber. Et ben non, il l'a pas fait. Il a été plutôt intelligent. Et il serait bien avisé de s'en servir contre Benoît Saint-Denis. Je vais quand même dire un mot de Benoît Saint-Denis, bien sûr. Alors écoutez, est-ce que Benoît Saint-Denis peut mettre KO Frevola? Oui. Est-ce que Frevola peut mettre KO Benoît Saint-Denis? Oui. Bien sûr que les deux peuvent se mettre KO. Si ça reste debout et que ça part en bagarre, je dirais que c'est du 50-50. Les deux ont le KO power. Les deux peuvent faire des erreurs, bien sûr, debout. Les deux peuvent prendre des coups. Donc, si ça reste debout, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Moi, maintenant, je pense que Benoît Saint-Denis a un petit avantage au sol. Il est beaucoup plus létal. Quand Benoît Saint-Denis va au sol, il arrive à coller son adversaire, à l'immobiliser au sol. Il a déjà fini au sol. Vous me direz, Frevola aussi, oui. Mais je pense que Benoît Saint-Denis est beaucoup plus létal, comme je viens de le dire. Beaucoup plus précis. Il va chercher la finition beaucoup plus rapidement. Ses positions sont plus solides. C'est beaucoup plus dur de retourner Benoît Saint-Denis que de retourner Frevola. Je pense que Frevola peut mettre Saint-Denis au sol, mais Saint-Denis aura la capacité de le retourner et de prendre la position dominante à son tour, où il aura la capacité de se relever. Je pense maintenant que si ça reste debout, il y a quand même un risque pour Saint-Denis de se faire contrer, bien sûr, même si lui aussi peut le mettre au sol. Il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est au niveau des teams. Les deux sont dans des teams que je qualifierais d'opposés. Si vous voulez, Frevola s'entraîne dans une grosse team avec Matt Serra. Il y a notamment Aljamain Sterling, il y a Merab Dvalishvili, Al Iaquinta, il y a eu Chris Weidman. Il y a eu beaucoup de champions dans cette salle, donc il a la chance de s'entraîner avec des gars qui sont déjà l'élite de l'UFC. Benoît Saint-Denis, c'est un peu différent. Je veux rien enlever à sa team, je veux rien enlever à ses sparring partners, mais il est dans une team que je qualifierais plutôt d'une équipe à taille humaine, une salle à taille humaine. Et ça, c'est pas un désavantage. Je me souviens que Overeem s'est entraîné pendant des années à la Jackson Wings. La Jackson Wing, excusez-moi, c'était à l'époque vraiment la grosse team. Il y avait John Jones, il y avait tous les combattants, l'élite des combattants allaient s'entraîner là-bas. Et Overeem, quand sa carrière a commencé à décliner, quand il n'arrivait plus à gagner, il est retourné s'entraîner dans une salle plus petite. Il était retourné aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Et je sais plus si c'est Michael Bisping ou Patrick Côté qui avait dit que c'était un très bon choix parce qu'il disait voilà, quand tu es dans une grosse salle, tu es un combattant parmi d'autres combattants. On prend pas forcément soin de toi comme on prend soin de toi dans une petite salle où c'est toi la star. Benoît Saint-Denis, je pense que dans sa salle, c'est quand même le numéro 1.
Tout est fait pour faire briller Benoît Saint-Denis. Les coachs sont beaucoup plus accessibles, les sparring partners vont être beaucoup plus axés pour lui faire remporter son combat. Je dis pas que les autres combattants, Daniel Warin s'en fout, il s'occupe pas d'eux, c'est pas ce que je dis. Mais je pense vraiment qu'il a beaucoup plus d'attention que s'il allait s'entraîner dans une salle, comme par exemple la salle de Matsera, ou s'il allait dans je ne sais quelle salle aux États-Unis. Vous voyez, là il y a vraiment toute l'attention qui est portée sur lui. Je le sens très très proche de Daniel Warin. Puis surtout, Benoît Saint-Denis, ça a l'air d'être un bosseur, ça a l'air d'être un besogneux, ça a l'air d'être un mec qui n'hésite pas à se remettre en question. Si aujourd'hui on peut dire que dans son striking, le point faible c'est peut-être d'avoir le menton un peu haut et de pouvoir se faire contrer. Il y a vraiment de la place pour les contres dans son game aujourd'hui à Benoît Saint-Denis. Même si avec la telle pression qu'il met à ses adversaires, ils sont parfois un peu surpris, il pourrait se faire contrer. Et contre Frévola, ça pourrait très mal se passer s'il se faisait contrer. Mais Daniel Warin, avec l'expérience qu'il a, avec les combattants qu'il a pu entraîner jusqu'à maintenant, je pense qu'il travaille là-dessus et je pense que Saint-Denis est vraiment en mesure de progresser à ce niveau-là. Tu vois, si on devait comparer les deux combattants, je pense que Frévola, on a déjà vu pas mal de ses limites, on a vu pas mal de ses failles. Benoît Saint-Denis, pas encore. Même s'il a perdu son premier combat, j'ai l'impression qu'on le voit progresser à chacune de ses sorties. On se demande encore où est-ce qu'il va s'arrêter. On se demande s'il va buter sur le top 15, le top 10, le top 5, s'il va aller à la ceinture. On peut encore se poser cette question avec Benoît Saint-Denis, même si je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est trop limité, qu'il n'arrivera pas à la ceinture. Écoutez, on n'a pas la boule de cristal, on ne sait pas, il y a encore une inconnue chez Benoît Saint-Denis. Chez Frévola, j'ai l'impression qu'on a déjà vu le plafond de verre. Vous voyez, on l'a déjà vu perdre, on l'a déjà dû avoir des décisions très compliquées. Donc voilà, je pense que le choix de l'avenir, il se fait sur Benoît Saint-Denis. Cette histoire de salle, la différence des salles, il y a des avantages dans l'une. Dans l'une, tu peux t'entraîner avec des partenaires qui sont déjà l'élite de l'UFC. Dans l'autre, tu as peut-être beaucoup plus d'attention, on prend peut-être beaucoup plus soin de toi. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, bien sûr. Écoutez, la réponse, ça sera dans la cage le 11 novembre. Moi, c'est un combat qui m'intrigue. Vous avez peut-être suivi, alors là, c'est vraiment une petite touche, c'est un truc en plus. Hein. Ne pensez pas que c'est ça qui va me faire aimer ce combat. C'est que peut-être les deux auront un short personnalisé. On le sait qu'à l'UFC, maintenant, tous les combattants ont le même short. Hein, depuis le deal avec Reebok, aujourd'hui, c'est Venom, mais c'est la même chose. Voilà, Frévola, c'est un vétéran de l'armée américaine. Benoît Saint-Denis, c'est un vétéran de l'armée française. Frévola avait soulevé l'idée d'avoir des shorts de camouflage militaire et il avait posé la question sur Twitter. Dana White avait dit que c'était une idée, pourquoi pas. Donc peut-être qu'il y aura ça en plus. Hein. Aussi bête que ça puisse paraître, ça peut amener des gens à regarder le combat, ça peut amener des gens à s'interroger sur le pourquoi du comment. Et moi, forcément, si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais sur Benoît Saint-Denis en tant que Français. Puis je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut. Il peut gagner le combat debout, il peut gagner le combat au sol. Bien sûr, debout, comme je l'ai dit, attention, ça va être du 50-50. Frévola tape très fort. Il ne faudrait pas lui laisser de place au contre. Par contre, si ça va au sol, je pense que Benoît Saint-Denis est plus puissant dans ses positions, plus dominant. De toute façon, on peut faire tous les scénarios qu'on veut, tout peut se passer dans le MMA. Donc écoutez, rendez-vous le 11 novembre. J'espère que vous aurez aimé cette petite émission spéciale. Hein. Comme vous le savez, c'est les vacances. Le planning est un peu changé, je dirais. Mais voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée de ce qui peut se passer dans la cage le 11 novembre, que vous en avez appris un peu plus sur Frévola. Benoît Saint-Denis, je ne rentre pas dans le détail de ses combats, je me doute que vous avez vu quasiment tous ses combats en tant que Français, même les gens qui suivent le MMA de loin, le peu de combats qu'ils ont vus, c'est souvent ceux de Benoît Saint-Denis. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci d'avoir suivi, salut!